Bonjour chers amis, aujourd'hui le cours c'est pneumopathie aiguë communautaire. Le plan de cours, la définition clinique, la conduite à tenir, les examens microbiologiques, l'indication de TDM dans les pneumopathies aiguës communautaires, l'indication de l'endoscopie dans les pneumopathies aiguës communautaires, les étiologies, les complications, le traitement et la prévention. On commence par les définitions. Donc, la pneumonie, c'est un processus infectieux aux dépens du parenchyme pulmonaire. Donc, la pneumonie, c'est une infection au sein du parenchyme pulmonaire. Pourquoi communautaire? Parce que l'acquisition en milieu extra-hospitalier, en se déclarant au moins 48 heures après l'admission. Donc, le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire repose sur l'association des signes fonctionnels respiratoires tels que la toux, l'expectoration, dyspnée de la thoracique, plus la fièvre, plus radiographie thoracique prouvant l'atteinte du parenchyme. Pour la clinique, on commence par des signes physiques pulmonaires, donc des signes auscultatoires en foyer, c'est-à-dire le syndrome de condensation pulmonaire qui est manifesté par diminution de murmure vésiculaire, augmentation de vibrations vocales, matité, des râles crépitants et souffle tubaire. 5 critères de syndrome de condensation pulmonaire. Pour les formes cliniques classiques, c'est l'association de symptomatologie respiratoire telles que la toux, l'expectoration, en plus la fièvre et le syndrome de condensation à l'auscultation. Pour les formes atypiques qui sont les plus fréquentes, en particulier chez les sujets âgés ou bien les porteurs de comorbidité ou bien immunodéprimés, donc on trouve la fièvre inconstante, parfois tout juste une toux fébrile, parfois la révélation se fait par des compensations de comorbidité, parfois par de révélations par des troubles de comportement chez les sujets âgés et fréquemment par la présence des signes extra-respiratoires, surtout pour les germes intracellulaires tels que les signes digestifs, arthromyalgie et des signes neurologiques, parfois altération de l'état général. Donc la conduite à tenir. Devant une pneumopathie aiguë communautaire, on doit penser en premier lieu, est-ce que je dois traiter le malade en ambulatoire ou bien je fais l'hospitalisation. Pour la décision d'hospitalisation, je dois classer le malade par le score de CRB 65. Le score de CRB 65, comme son nom l'indique, le C, c'est-à-dire confusion, R, c'est-à-dire la respiration, la fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, B, blood, c'est-à-dire la pression artérielle systolique inférieure à 90 et diastolique inférieure à 60, et l'âge supérieur à 65 ans. Et un seul critère suffit pour décider l'hospitalisation. Après la décision de l'hospitalisation, alors où je dois hospitaliser le malade au niveau du service de médecine ou bien au niveau de réanimation. Pour l'hospitalisation en réanimation, elle doit soit présence un de deux critères majeurs ou bien trois des 9 critères mineurs. Pour les critères majeurs, soit le choc septique nécessite des vasopresseurs ou bien l'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite une intubation. Pour les critères mineurs, la fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, la pression d'oxygène inférieure à 250, atteinte multilobaire, confusion, urémie, leucopénie inférieure à 4000, thrombopénie inférieure à 100 000, hypothermie inférieure à 36 et hypotension qui nécessite le remplissage. Pour les signes de gravité sont simplifiés dans le score de CRB 65. Je dois aussi évaluer le terrain. Donc, les terrains de risque, c'est l'âge supérieur à 56 ans, immunodépression, soit par corticothérapie, ou bien immunosuppresseur, ou bien VIH. Comorbidité significative, c'est-à-dire insuffisance cardiaque congestive, accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale chronique, cirrhose, diabète
non équilibrée, drépanocytose ou maladie néoplasique associée. Hospitalisation dans l'année, vie en institution, isolement social ou inobservance thérapeutique possible. On passe maintenant aux examens microbiologiques. Commence par le CBC, c'est l'examen cytobactériaux du crachat. Il faut connaître des critères d'interprétation de l'ECBC. Sa sensibilité et sa spécificité sont bonnes en l'absence de l'antibiothérapie préalable et en présence de signes de gravité. Donc, les critères permettant de valider la qualité de prélèvement sont les PNA supérieurs à 25 par champ, les cellules épithéliales inférieures à 10 par champ et la prédominance d'un flore monomorphe d'un pathogène supérieur à 10 puissance 7 bactéries par millilitre. On fait aussi des prélèvements nasopharyngés, surtout pour la recherche de virus respiratoires, des hémocultures et l'antigénurie légionnaire. Maintenant, l'analyse de radiographie thoracique. Il est indispensable devant toute suspicion de pneumopathie nécessite une radiographie thoracique. Elle permet de confirmer le diagnostic. Elle a tout son intérêt dans les formes difficiles à diagnostiquer cliniquement. Il existe parfois un retard de la radiologie sur la clinique. Rationnel apporte de la sémiologie radiologique. Aussi, il pose le diagnostic topographique. On sait est-ce que c'est une pneumonie unie ou la bilatérale ou la unie ou multilobaire. Aide à détecter des complications telles que la pleurésie, la atelectasie. Aide à la qualification de pneumopathie grave sur un critère multilobaire. C'est parce que parmi les critères de gravité, c'est l'atteinte multilobaire. Contribue aussi à éliminer un diagnostic différentiel tel que l'embolie pulmonaire et l'insuffisance cardiaque, contribue à détecter une anomalie pulmonaire associée comme nodule tumoral et corps étranger. Le cliché initial de référence pour évaluer si besoin l'efficacité du traitement au futur. Donc pour la sémiologie et radiologie, donc on a deux types, pneumonie alvéolaire et interstitielle. Pneumonie alvéolaire, sur la radiologie marquée par une opacité systématisée, segmentaire ou lobaire de densité homogène bien limitée avec plus ou moins un bronchogramme aérique. Pour la pneumonie interstitielle, une opacité infiltrative, mâle ou non systématisée, unie ou bilatérale. On passe maintenant à la place de la TDM thoracique dans la pneumopathie. Donc, c'est l'indication lorsqu'on a le diagnostic difficile avec la radiographie thoracique simple à réaliser avant l'endoscopie bronchique s'il est indiqué. Donc, l'objectif, il donne le diagnostic de certitude de pneumonie, met en évidence des complications telles que l'abside, pleurésie et l'empième, établit un diagnostic différentiel et de embolie pulmonaire par l'injection de l'iode angiotédium. Maintenant, la place de l'endoscopie dans la pneumonie ou bien les bronchites. Elle n'est pas systématique. Elle permet de réaliser des prélèvements microbiologiques au fond aigu des cystidièmes thoraciques préalables. L'indication en cas d'échec thérapeutique, en cas de pneumopathie récidivante ou traînante chez les immunodéprimés, à distance de l'épisode aigu chez un tabagique dans le cadre de dépistage d'un cancer. On passe directement à l'étiologie. Pour les étiologies, l'agent pathogène le plus fréquent, c'est le pneumocoque, bien sûr, qui donne des pneumopathies typiques. La fameuse PFLA. Donc, le pneumocoque bactérie, c'est la Streptococcus pneumonia. C'est un coccigramme positif encapsulé en diplocoque ou en chaînette, commensale de voie aérienne supérieure. Donc, elle y colonise l'oropharynx. Donc, c'est la première étiologie de pneumopathie. Elle est fréquente d'une part et elle est grave. C'est pour ça qu'on évoque en premier lieu.
Donc, il n'y a pas de transmission interhumaine du pneumocoque. Donc, il n'y a pas de caractère d'épidémie. Les terrains à risque, donc sujets âgés ou bien immunodéprimés par infection à VIH ou bien éthylisme chronique. La clinique réalisait la forme classique de PFLA, pneumonie franche lobaire aiguë, le débit est brutal, caractérisé par point de douloureux thoracique, toux sèche initiale, puis expectoration purulente ou rouillée. L'expectoration rouillée est très caractéristique d'un pneumocoque. Des frissons, fièvre, malaise général. Donc les examens, la radio, on trouve aussi par leucocytose, CRP élevé, on fait les hémocultures et le CBC. Et parfois l'antigène urinaire à pneumocoque. Maintenant, on passe les germes dits atypiques. Donc les germes atypiques, on a le mycoplasme pneumonique, chlamydia pneumoniae, chlamydia psittacea et coxella burnetii. Pour le mycoplasme pneumoniae et chlamydia pneumoniae, ont les mêmes caractéristiques. Tous ces germes atypiques sont des germes intracellulaires, donc à début progressif, généralement progressif. Donc pour le mycoplasme et chlamydia pneumoniae, donc les caractéristiques épidémiologiques, c'est l'âge inférieur à 30 ans. Donc il y a transmission interhumaine, c'est-à-dire il y a le caractère des micro-épidémies au niveau des crèches familiales ou professionnelles. Donc le début progressif avec fièvre. Ce qui est caractéristique, c'est les signes extra-respiratoires tels que l'arthromyalgie. Pour les examens, on fait PCR dans les sécrétions respiratoires et la sérologie à mycoplasme. Pour chlamydia psittacea, donc le contexte, c'est le contact avec les oiseaux, les pigeons, les perroquets, les canards, etc. C'est une maladie professionnelle. Donc la clinique, toujours, il y a les signes extrapulmonaires comme les myalgies, splénomégalie, cytolyse hépatique. Pour le diagnostic, se fait par la sérologie. Pour Coxella burnetii, donc c'est un germe intracellulaire, donc la transmission aérienne, donc à partir d'un contact avec certains animaux, les ovins, les bovins et les caprins, par l'aérosol. Donc la contamination se fait par l'aérosol. Et aussi c'est une maladie professionnelle. Donc le début est brutal avec fièvre. On trouve aussi les signes extra-respiratoires, myalgie et hépatosplénomégalie. Les examens complémentaires, la sérologie et le PCR. Maintenant, on passe aux pneumonies post-grippales qui sont aussi fréquentes. Comme dans la grippe, la complication plus fréquente, c'est la surinfection. Donc la surinfection due à soit Streptococcus pneumoniae, soit Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae et Streptococcus pyogenes. Pour la physiopathologie, donc le virus de la grippe induit des lésions de l'épithélium respiratoire qui favorisent cette surinfection bactérienne. Donc ici, pour poser le diagnostic, c'est la chronologie qui était importante. Donc on a l'épisode grippal, puis après 5 à 7 jours, il y a la réapparition des symptômes, surtout la fièvre et l'expectoration, les examens, la radio et le CBC. Maintenant, on passe à Legionella. Legionellose, la bactérie c'est Legionella pneumophila, donc c'est une bacille gram négative intracellulaire facultative. Donc Legionella pneumophila sérogroupe A, responsable de 90% des cas. Donc le cycle naturel de cette bactérie, donc Legionella survit et se multiplie dans des protozoaires aquatiques, sont les amibes non pathogènes des eaux douces environnementales, puis colonisent des réseaux d'eau domestiques. Survit dans le biofilm des canalisations à température comprise entre 25 et 42. Donc si l'aérosolisation
de l'eau qui permet la transmission accidentelle à l'homme et qui est infecté par voie respiratoire. Donc la transmission se fait par l'aérosol, par l'humidification. Donc les sources d'émission de cet aérosol sont des réseaux de l'eau chaude collectifs comme les hôpitaux et les hôtels, les tours aéro-réfrigération, les climatisations, donc le système de traitement de l'air aussi très important, l'humidification de l'air et aussi d'autres installations comme les bains, la bagnothérapie, donc c'est ça. La mortalité de Legionnaires entre 10 à 15%. Il n'y a pas aussi de transmission inter-humain. Elle est comme le pneumocoque. Il n'y a pas de transmission inter-humain, c'est-à-dire il n'y a pas d'épidémie. Pas comme dans le cas de mycoplasme où il y a les épidémies. Pour chlamydia et coxella ont des caractères professionnels beaucoup plus. Donc, pour le terrain, l'âge élevé, sexe masculin, le tabagisme, diabète, immunosuppression et cancer. On continue toujours avec Legionnaires. Donc, le début est progressif avec fièvre un peu élevée. Ce qui est caractéristique dans les Legionnaires sont les signes extra-respiratoires tels que le myalgie, troubles digestifs et troubles neurologiques. Ce sont trois: myalgie, troubles digestifs et troubles neurologiques. Pour la radiographie, on a opacité alvéolaire non systématisée, souvent bipolaire, extensive. On trouve dans l'ionogramme une hyponatrémie, insuffisance rénale, CPK élevé, la rhabdomyolyse, cytolyse, hyperleucocytose, CRP élevé. On réalise aussi les hémocultures, le CBC, l'antigène soluble urinaire à Legionnaires sérotype qui a une bonne sensibilité et spécificité. C'est tout. On peut aussi trouver des troubles conductifs à l'ECG. Pour la sérologie, on trouve une séroconversion. C'est un intérêt rétrospectif. Donc, pour les mesures associées, donc Legionnaires, c'est une maladie à déclaration obligatoire, donc qui nécessite une enquête environnementale autour du cas. Donc, pour résumer, la présence d'une pneumopathie aiguë communautaire diagnostiquée de Legionellose, on a beaucoup plus les signes extra-respiratoires, digestifs et neurologiques. On a un terrain favorisant notion de voyage, climatisation, exposition à l'eau en aérosol. Contexte épidémiologique, il faut rechercher d'autres cas. La notion de l'alerte, déclaration obligatoire. Et surtout l'histoire de la maladie, il y a l'échec thérapeutique par les bêta-lactamines. Parce qu'en général, devant une pneumopathie, on évoque en première lieu pneumocoque, on donne des bêta-lactamines alors qu'il y a l'échec thérapeutique. Alors, parce que les bêta-lactamines n'agissent pas sur les légionnaires. Pour les complications, on a deux types, soit respiratoires, soit générales. Pour les respiratoires, pleurésie, emphysème, les abcès atelectasés, insuffisance respiratoire, décompensation. Pour les générales, sepsis, choc septique, méningite, abcès, insuffisance cardiaque, etc. Et décompensation du comorbidité. Pour le traitement d'un pneumocoque dans les pneumonies est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé de simplifier par ce schéma. Donc, devant une pneumopathie aiguë communautaire, si on suspecte pneumocoque, on commence par l'amoxicilline. Si on suspecte un germe intracellulaire, on donne les macrolides. Après 40-72 heures, si on a un échec, on fait le switch. C'est ça. Si deuxième échec, c'est l'indication de l'hospitalisation. Si on a des signes de gravité, c'est l'indication de la bithérapie, soit bêta-lactamine, soit le cifotaxime. Pour Legionnaires, on donne beaucoup plus l'lévofloxacine. Aussi, l'lévofloxacine agit aussi sur le pneumocoque. Donc, c'est ça en général.
Pour la prévention, on donne la vaccination antigrippale, la vaccin anti-pneumocoque, qui est indiqué surtout pour trois catégories, pour les immunodéprimés ou bien les sujets non immunodéprimés porteurs des maladies sous-jacentes, décompenser l'infection invasive à pneumocoque, et aussi les patients présentant une brèche ostéoméningée ou bien un implant cochléaire au candidat d'une implantation cochléaire. C'est tout. Et merci.